Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne le cahier des charges avant qu'on passe à la suite? Le cahier des charges, c'est bon. C'est bon, le cahier des charges. Avec les deux exemples là, c'est bon. Est-ce que tout le monde est OK? Chacun doit répondre pour me dire si c'est bon. Oui, c'est bon. OK. Vous voyez que c'est assez simple. Donc, ça, c'est les éléments que vous devez donc prendre en compte pour pouvoir créer un site web qui sera vraiment, qui va respecter toutes les étapes, autant pour moi, du cycle de création d'un site web qui sera donc aussi là, performant. Alors, tout à l'heure, dans le cahier des charges, j'ai parlé de persona. Comment donc vous allez trouver votre persona et comment vous allez orienter autant pour moi votre site en fonction de votre persona. Comme je dis toujours, vous ne pouvez pas créer quelque chose sans connaître la cible. C'est impossible. Quand vous faites quelque chose, vous connaissez la cible. Quand vous voulez fabriquer quelque chose, vous savez que telle personne c'est ma cible. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre à créer un site internet au hasard sans avoir déjà décrit qui je veux cibler avec mon site internet. Qui est censé voir mon site internet? À qui je suis censé partager le site, le lien de mon site internet? Ça, c'est des choses qu'il faut toujours prendre en compte. Ça va vous aider. Que vous soyez par exemple des prestataires plus tard, que vous soyez vous-même, que vous ayez vous-même par exemple des projets personnels. Ce que je vous explique ici, en fait, ça entre même dans tout type de projet. Ce n'est pas seulement circonscrit euh, au site internet. Par exemple, vous avez vu dans le titre, j'ai dit introduction au cahier des charges. Ça peut dire quoi? Quel que soit le projet que vous faites, vous avez besoin d'un cahier des charges qui va circonscrire votre projet. Et donc, après que vous ayez circonscrit votre projet dans un cahier des charges, et le cahier des charges a l'un des éléments qui s'appelle le persona. Il faut donc comprendre c'est quoi un persona. Donc, maintenant que vous savez donc qu'est-ce qu'un cahier de charges, on a défini ça plus haut, nous pouvons donc passer donc aux éléments que je vais dire, que je vais vous dire donc, ça ce sont des éléments stratégiques en fait. Lorsqu'on parle de persona, c'est un élément stratégique lorsqu'on veut créer un site internet. Donc, lorsqu'on parle de persona par exemple, en fait, c'est tout simplement, je vais dire ça comment, c'est tout simplement un profil de personne. Ça peut être un profil démographique basique. Par exemple, comme dans l'exemple précédent, qu'est-ce que j'ai dit? Dans l'exemple précédent, nous avons dit femme, par exemple, de. Si je reviens là. Dans l'exemple précédent, nous avons dit quoi? Nous avons dit femme, par exemple, femme entre 30 et 50 ans. Vous voyez là que c'est tout simplement ce qu'on appelle un profil. Dans le persona, comme je dis tantôt, ça peut être juste un profil. Là, par exemple, lorsqu'on dit par exemple de 30 à 50 ans, femme de 30 à 50 ans, par exemple, c'est tout simplement ce qu'on appelle un profil démographique. Un exemple de personnes qu'on choisit. Donc, par exemple, on choisit les femmes de 30 à 50 ans qui vivent à Douala. Ça, c'est mon persona, par exemple. Ça peut être les femmes de 30 à 50 ans qui vivent à Douala et à Yaoundé, bien au Cameroun complètement. Ça reste là toujours ce qu'on appelle la démographie basique. Et un personnage, en fait, c'est tout simplement un personnage, on va dire par exemple, semi-fictif. Bien évidemment, c'est la fiction que l'on fait. On se définit d'un personnage qu'on veut. Raison pour laquelle on va parler de semi-fictif, en fait. D'un côté, c'est vrai, d'un côté, c'est fictif. Donc, c'est 50-50. 50% vrai, 50% faux. Donc, lorsqu'on construit notre personnage, en fait, qui est tout simplement un personnage fictif, si on peut le dire, ça nous permet de construire notre client potentiel à partir des données réelles. Et ça nous permet donc de représenter donc le client ou alors l'utilisateur idéal qu'on souhaite en fait. Donc, en créant notre persona, en fait, on a une idée générale en fait du client ou alors de l'utilisateur idéal qu'on voudrait avoir pour notre site. Lorsqu'on parle d'utilisateur ou alors de client idéal, c'est-à-dire quoi? Si vous faites de la prestation de service, ça veut dire que vous cherchez les clients. Si vous faites de la vente en ligne, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez des utilisateurs qui vont venir acheter. J'espère qu'on se comprend bien. Et donc, le persona donc vous aide à vous mettre dans la tête. En fait, le persona vous permet tout simplement de vous mettre dans la tête de votre cible. En fait. Quand vous créez un projet, en fait, vous devez vous mettre dans la tête de la personne qui sera votre client. Considérez-vous comme votre propre client, en fait. Et imaginez quels sont vos besoins.
Je veux créer un site internet de la vente en ligne. Alors, je me positionne comme quelqu'un là qui veut acheter quelque chose en ligne. Je veux peut-être acheter un téléphone portable. Quels sont mes besoins en ce qui concerne le téléphone portable? Je suis là en train de définir mon persona. Quelles sont mes frustrations au passé de l'achat des téléphones, par exemple en ligne? Quelles sont mes attentes si je veux acheter un téléphone sur un site internet? Quelle est ma manière, en fait, quelle est la manière avec laquelle je vais naviguer sur un site internet? Là, je suis en train de définir mon persona. Et en me plaçant comme lui, par exemple. Quels sont les mots qui peuvent m'inspirer, qui peuvent me pousser à aller acheter dans ce site internet, qui peuvent me pousser à passer à l'action, en fait. Donc, c'est les mots qui m'inspirent, en fait. Je suis trouvé dans la peau d'un persona. Et donc, vous allez mettre ces mots-là dans votre site internet. C'est simplement comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Par la suite, en fait, vous avez ce qu'on appelle comme élément qu'on met dans le persona, en fait, c'est qu'est-ce qui me bloque, par exemple, dans la prise de décision. Donc, je me positionne toujours comme celui-là qui va acheter dans un site de e-commerce. Je dis, bon, si je suis dans un site de e-commerce, en fait, qu'est-ce qui peut me bloquer à prendre une décision? Ça peut être une décision de passer à l'achat, donc à payer ou à finaliser la commande. Donc, vous devez vous mettre dans la peau de votre cible, en fait, et vous poser toutes ces questions-là. En vous posant toutes ces questions-là, en fait, ça vous permet de comprendre réellement ce que votre client a besoin. Ça peut être, si vous faites de la prestation de services, par exemple, si vous créez des sites internet, il faudrait que dans votre site internet, vous puissiez répondre à toutes ces questions-là. Quelqu'un qui vient dans votre site, est-ce que les mots que vous utilisez le poussent à commander votre service de création de site internet? Si vous faites de la création graphique, est-ce que quand il vient dans votre site web, les mots que vous utilisez le convainquent? Est-ce que les visuels que vous utilisez le convainquent de, de passer, par exemple, la commande d'un visuel? Si vous faites dans le e-commerce, dans la prestation de services, par exemple, de coaching, est-ce que les mots que vous utilisez, est-ce que les vidéos illustratives que vous utilisez vont convaincre en fait l'utilisateur à pouvoir réserver un créneau avec vous? C'est donc grâce à cette compréhension profonde là que vous pouvez donc créer vraiment quelque chose d'efficace. Grâce à cette compréhension profonde de votre persona que vous pourrez donc créer le site web de votre rêve. Un site web qui sera efficace. Un site web qui va parler le langage de votre audience en fait. Puisque vous aurez donc défini une audience en fonction de ses besoins, en fonction de ses frustrations, en fonction de ses attentes. Vous aurez donc, vous aurez donc définir quelle est la manière avec laquelle vous naviguer sur le site internet de manière facile. Vous aurez deviné quels sont les mots en fait qui l'inspirent dans votre site internet. Et en faisant ça, en fait, ça vous guide et ça répond à toutes ces questions. Ça vous guide naturellement vers l'action qui va permettre d'avoir un site internet qui va respecter, alors qui va convaincre le client qui sera devant. Et pourquoi donc, je vais dire ça, comme pourquoi le persona est important? Vous aurez peut-être déjà compris pourquoi le persona est important avec la description que j'ai faite. Si vous créez un site web sans persona, j'ai parlé de ça au départ. Par exemple, si vous créez un site web sans persona, ça veut dire quoi? C'est un peu comme si vous essayez de vendre un produit sans savoir à qui s'adresse vraiment ce produit. Par exemple, vous voyez un produit en ligne. Vous voyez un produit, par exemple, et vous voulez le vendre. Vous ne savez même pas à qui appartient ce produit. Est-ce que ça sera bénéfique pour vous? Est-ce que vous pensez que vous aurez les marges dessus? Vous allez, par exemple, dans un grand centre commercial, par exemple, américain. Ils ont plein de produits là, par exemple. Vous regardez les produits. Il y a tellement de produits. Vous sélectionnez un produit au hasard. Et vous dites que je veux vendre ce produit. Vous voulez là vendre un produit sans savoir qu'est-ce que c'est que ce produit, à qui ce produit peut correspondre exactement. Donc, vous voyez que si vous prenez un produit déjà, et vous commandez 100 produits pour aller vendre, sans au préalable avoir défini le persona, c'est-à-dire que le client idéal, ce sera un problème. Parce qu'avant de choisir le produit, il faudrait que vous ayez d'abord défini à qui ce produit va plaire en fait. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, si vous choisissez ce produit de manière hasardeuse, qu'est-ce que ça va impliquer? Premièrement, vous allez par exemple parler de vous, au lieu de parler à votre client. Par exemple, vous avez pris par exemple un client, un produit qui vous plaît. Vous dites que je veux vendre ce produit. Donc vous entrez dans un magasin, vous voyez un produit, ça vous plaît, et vous dites directement je veux vendre ce produit. Et vous voulez vendre un produit, oh, vous avez juste pris l'exemple sur vous, ça vous a plu. Premièrement, qu'est-ce qui se passe? Vous risquez quoi? Vous avez plusieurs risques. L'un des risques, c'est que vous allez parler à vous-même. Vous allez essayer de vous convaincre que ce produit-là est bon.
Parce qu'au préalable, vous n'avez pas défini les personnes à qui vous allez vendre. Donc, au lieu de parler au client, vous allez plutôt parler à vous-même. Vous vous convaincre que ce produit est bon. Au lieu d'utiliser un vocabulaire trop technique, par exemple, donc si vous utilisez par exemple, vous définissez votre persona, ça va vous éviter d'utiliser un vocabulaire qui n'est pas adéquat. Parce qu'il faut bien comprendre, lorsque vous créez un site internet, en fait, le vocabulaire que vous utilisez est important. Parce que vous n'allez pas créer un site internet qui fait la vente en ligne, venir là parler comme si vous adressez au professeur d'université. Bah, ça va échouer. Parce qu'il faudrait que lorsque un client lambda vient dans votre site, même s'il n'a pas fréquenté, il puisse se retrouver sans problème. Regardez par exemple les sites par exemple chinois. Le site n'a pas besoin d'être très beau. Dans des sites internet, vous voyez, il y a les textes partout, les textes chinois. Mais les gens viennent, ils achètent parce qu'ils comprennent. Dès que quelqu'un arrive sur le produit, il voit directement les images, il voit les descriptions, les détails, ça lui plaît directement, il passe à l'achat. Donc, le vocabulaire que vous allez mettre dans votre site internet est très important. N'allez pas chercher des vocabulaires assez techniques que vous allez mettre dans un site internet. C'est la même chose lorsque vous allez concevoir le site. Ne cherchez pas à créer des sites web qui seront compliqués. Ça ne va pas vous aider. Vous allez parfois voir les informaticiens qui veulent créer un site internet. Ils vont créer des sites internet avec des grosses animations, des montées, des descentes. Ça n'aide pas en fait. C'est fait pour impressionner en fait les développeurs. Mais un client lambda qui vient dans votre site internet n'a pas besoin de toutes ces grosses animations que vous avez fait. Il a besoin de venir lire. Est-ce que l'image lui plaît? Est-ce que ce qu'il voit là lui plaît? Est-ce que le test lui convainc? Il passe à l'achat. Donc, en définissant votre persona, voilà votre client cible, ça vous permet de proposer des fonctionnalités qui auront un intérêt pour l'audience. Parce que si vous ne définissez pas votre persona, vous tombez directement vous risquez donc de proposer des fonctionnalités, comme je dis tantôt, qui n'ont aucun intérêt avec votre audience. Et l'un des risques que vous pourrez en fait, c'est quoi? C'est que vous allez construire par exemple un tunnel de conversion, c'est-à-dire quoi? Un tunnel de vente qui ne va pas convertir quelqu'un. Vous allez vous mettre là à créer tout un tunnel, c'est-à-dire quoi? De l'entrée du client sur le site jusqu'à sa sortie, il ne va rien comprendre et il ne va pas passer à l'achat. C'est vous qui perdez au final. Donc, j'espère que jusqu'à présent, c'est clair pour vous et que on peut continuer. Alors, si c'est clair pour vous, vous pouvez juste lever la main et on passe à la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et qu'on puisse continuer. Ok. Non, non, pour moi, c'est la partie, il y a la partie, la méthodologie de définition. Comme on a dit, le personnage est très fondamental pour définir sa cible. J'aimerais savoir, est-ce que quelqu'un peut se tromper de persona lorsqu'on est en train de travailler? Est-ce que se tromper, ça veut dire que je fais un site, après je me rends compte que non, je me suis trompé, j'aimerais plutôt faire un site pour tel type de personne. Est-ce que c'est possible? Bien évidemment, c'est possible. Quand vous voyez par exemple les sites chaque jour, on améliore. Au départ, vous pouvez vous tromper sur votre site. Mais après, vous ajustez votre site. C'est ce qu'on appelle les maintenances. C'est pour ça qu'on parle de maintenance dans la création digitale, la création d'applications ou de sites web. Qu'est-ce qu'on appelle la maintenance? Au départ, ça peut arriver par exemple que vous avez ciblé trop large. Vous avez ciblé par exemple des personnes de 10 peut-être à 50 ans, de 30 à 50 ans. Et puis c'est trop large. Et vous vous rendez compte que la majorité des personnes qui achètent votre produit, c'est par exemple de 30 à 45 ans. Vous voyez donc que vous devez éliminer la cible 50 ans. Donc, si dans vos visuels, dans le site, donc, vous avez mis des personnes de 50 ans, vous allez donc aller les retirer. Donc, toute la tranche comprise 45, 50 ans, vous allez retirer tout ce qui concerne cette tranche-là. Ça, c'est un exemple basique en fait. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ok. Donc, pour terminer avec ce qu'on appelle dans le persona, il faut retenir tout simplement que le persona, en fait, va vous permettre d'organiser votre site internet de manière logique. Grâce au persona, en fait, vous allez pouvoir donc choisir le meilleur design de votre site internet parce que les jeunes n'ont pas la même vision que les vieux. Si votre site c'est pour les jeunes, forcément, vous allez, au niveau du design, vous allez avoir un design qui parle beaucoup plus, un design beaucoup plus attractif par rapport aux vieux. Maintenant, grâce également au persona, vous allez donc pouvoir employer ce qu'on appelle le ton, un bon ton de communication. Et le ton, vous allez utiliser en fait ce qu'on appelle un ton qui rassure,
très important dans un site internet. Et maintenant, grâce au persona également, vous allez pouvoir rédiger ce qu'on appelle des appels à l'action. Tout type de site web que vous allez créer, il y aura toujours des appels à l'action. Si vous allez créer un site internet où il n'y a pas d'appel à l'action, vous voyez ça, vous allez créer un site internet, personne ne va jamais acheter quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours inciter l'utilisateur. Même si vous décrivez, il faut toujours chercher un moyen de lancer un appel à l'action. Soit de vous contacter, soit de vous écrire, soit d'aller dans une autre page, ainsi de suite. Il y a plusieurs types d'appels à l'action qu'on peut utiliser en fait. Alors, maintenant, on va donc passer à ce qu'on appelle cela la méthodologie pour définir son persona. On a défini un peu ce que c'est un persona. Nous avons dit pourquoi c'est fondamental. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans la méthodologie ou alors comment on définit donc son persona. Tout à l'heure, nous avons monté des exemples en fait de cahier des charges. Vous avez vu, on avait défini le persona. Là, c'était indicatif. Mais maintenant, de manière concrète, comment est-ce qu'on peut donc définir un persona efficace? Comment est-ce qu'on peut donc définir un client cible efficace en fait? Alors, la méthodologie que le plus souvent on utilise est très simple. Il y en a plusieurs. Mais dans notre cas, on va juste prendre des cas simples. Parce qu'on n'est pas là dans un cours marketing, proprement dit. Mais je vous donne juste des bases pour pouvoir créer votre site. Vous pouvez faire des recherches plus tard. Je vous donne ce que j'utilise, ce qui marche le plus souvent. Donc, l'une des méthodes simples et puissantes qu'on utilise le plus souvent pour définir son persona, c'est premièrement, en fait, on va faire ce qu'on appelle, on va le définir, on va donner en fait un prénom et une tranche d'âge. Vous avez vu dans l'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure, je vous ai montré, on a dit par exemple, je m'appelle par exemple Sarah. Et cible entre tel et tel. Vous voyez que là, c'est la même chose que vous devez faire pour votre persona. Tout à l'heure, j'ai dit que vous devez vous mettre dans la peau du persona. Vous devez vous considérer comme le client et vous poser les questions qu'un client a besoin. Et donc, la première chose à faire pour définir votre persona, c'est que vous devez lui donner un nom. Alors, pour lui donner un nom, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, vous vous dites, par exemple, je m'appelle Emmanuel, je m'appelle par exemple Laura, je m'appelle par exemple Brandon, je m'appelle par exemple Emmanuel. Donc, voilà les exemples. Et vous donnez votre âge. L'âge en fait de votre persona. Si c'est 35 ans, bon, juste, on sait que c'est une tranche d'âge, mais vous pouvez dire par exemple, en lui donnant le nom, vous dites que c'est par exemple Emmanuel, peut-être 25 ans. Ensuite, une fois que vous avez donné le nom de votre persona et son âge, vous devez donc identifier sa profession et son mode de vie. C'est très important. Lorsqu'on fait des prestations de services ou alors lorsqu'on vend en ligne, c'est les deux choses les plus fréquentes en ligne en fait. Prestation de services, vente en ligne. Lorsque vous faites l'un des deux en fait, vous devez être capable de définir la profession ou alors le mode de vie. Parce que vous ne vendez pas, vous ne devez pas vendre n'importe comment. Même si vous faites de la prestation de site internet, un étudiant qui vient avoir un site internet n'est pas la même chose qu'un fonctionnaire ou alors qu'un professionnel qui travaille dans un secteur différent, un secteur peut-être privé fait. Donc, il faut être en mesure de pouvoir identifier la profession de votre client cible et son mode de vie. Et, et lorsqu'on parle de profession et mode de vie, qu'est-ce qu'on met dedans? Quel est? Est-ce que vous identifiez par exemple les salariés? Est-ce que vous identifiez les personnes qui travaillent de manière indépendante? Est-ce que vous identifiez par exemple les étudiants? Est-ce que vous ciblez par exemple les femmes ou alors les mères de votre famille, etc. Alors, à l'exemple ici, là, par exemple, si moi, par exemple, je vais identifier la profession, je vais dire, par exemple, Laura est une coach de vie qui est indépendante, par un exemple d'identification que j'ai fait, et elle travaille depuis chez elle. Donc, par exemple, Laura est, par exemple, coach en développement personnel et en nutrition. Donc, je vais dire, par exemple, que Laura est une coach de vie indépendante, elle travaille depuis chez elle. Un exemple donc de- d'identification, en fait, de la profession, en fait. Donc là, par exemple, je vais cibler donc les coachs qui sont indépendantes et qui vivent depuis chez elles pour peut-être leur vendre un produit qui va les permettre de faire quoi, de faire peut-être grimper alors leur activité. Donc là, c'est tout simplement un exemple. Alors, dans la méthodologie, en fait, de la définition d'un persona ou alors de la définition d'un client cible pour son site internet, il faut préciser ce qu'on appelle les objectifs et les motivations, en fait. Qu'est-ce qui motive? Pourquoi
euh, l'utilisateur qui vient là, donc, chercherait votre site internet. Qu'est-ce qu'elle espère en visitant votre site internet en fait? Ça, c'est des questions que vous posez pour pouvoir répondre à la question de savoir préciser les objectifs et les motivations du persona. Prends toujours un exemple très simple. Par exemple, je vais dire, Brandon, par exemple, veut attirer plus de clients via son site web professionnel, dans la prestation de services. Là, donc, j'ai précisé les objectifs et les motivations, en fait, de mon persona, en fait. Moi, par exemple, je fais de la prestation de services de site internet. Maintenant, une des choses qu'on précise le plus souvent maintenant, il y a également les douleurs ou alors les frustrations actuelles. Tout à l'heure, je vous ai pris un exemple avec les personnes qui achètent en ligne. Par exemple, je vais acheter un téléphone en ligne. Quelles sont les frustrations d'avant de mon prospect? Donc, j'essaie d'imaginer quelles sont ces frustrations avant. Les gens sont par exemple de nos jours réticents à l'achat en ligne parce qu'il y a les arnaques, surtout dans les paiements. Quand vous dites qu'il va payer en ligne, il est réticent et il ne paye pas. Donc, vous devez être en mesure de pouvoir lister les douleurs, ceux-là qui ont perdu de l'argent en ligne en voulant commander. Également, vous allez préciser donc également les frustrations actuelles, ce qui l'empêche en fait d'avancer dans ton site, ce qui l'empêche de passer à l'action dans ton site. Par exemple, je vais prendre par exemple dans le cas des réseaux sociaux, par exemple. Je dis par exemple que Laura, par exemple, perd du temps pour poster par exemple sur Facebook ou alors Instagram. Et elle n'a aucun moyen en fait d'avoir des clients sérieusement. Vous voyez que je me positionne là en fait comme quelqu'un qui va aider Laura à vendre ses produits à travers un site internet. Donc, je vais aider Laura. Je vais dire quoi? Laura, si tu viens chez moi, je vais t'aider à créer un site internet qui va te permettre de poster tes produits et vendre facilement. Parce qu'en utilisant par exemple Facebook et Instagram, tu n'as pas le temps chaque jour de faire des publications. Or, avec le site internet, tu publies une seule fois et ton site tourne en ligne. Lorsque les gens cherchent sur Facebook, sur les moteurs de recherche, ils peuvent voir votre site. Vous voyez que j'ai essayé là donc de lister les douleurs et les frustrations. Je propose une solution. Une des choses qu'on tient compte également, il y a la méthodologie pour définir son client cible ou alors son persona, c'est de pouvoir décrire ses habitudes numériques. Vous savez, de nos jours, nous sommes connectés. Le monde est 100% connecté de nos jours. Et donc, il faut tenir compte en fait de l'habitude numérique de votre potentiel client, de votre persona. Réseaux sociaux, type de site qu'elle consulte, type de contenu qu'elle aime lire, par exemple. Vous devez tenir compte de tout ça. Est-ce que votre client cible aime lire les articles de blog, par exemple sur le développement personnel? Est-ce que votre client cible aime écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat, par exemple? C'est par exemple une femme, l'entrepreneuriat féminin, c'est un homme, l'entrepreneuriat masculin. Est-ce qu'il le fait souvent? Alors, en posant ces questions-là et en répondant, ça vous permet donc de voir est-ce que je mets un espace blog dans mon site? Est-ce que je mets un espace podcast dans mon site? Est-ce que j'insiste vite? Est-ce que j'insiste sur l'aspect féminin dans mon site? Et tout. Donc, ça, c'est des choses que vous devez prendre en compte à chaque fois que vous créez donc le persona de votre client. Enfin, vous créez le persona, c'est-à-dire quoi, votre client cible. Alors, un autre aspect qu'on regarde le plus souvent, c'est, je vais appeler ça comment? Le niveau technique. Alors, au niveau technique, en fait, il faut regarder si la personne que vous ciblez est familière avec les sites web, en fait, avec les sites web. Parce qu'on a souvent les personnes, là, ou alors les clients qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des sites internet. Peut-être qu'ils passent toujours par les réseaux sociaux pour commander des services ou alors pour faire des achats en ligne. Donc, vous devez vous rassurer du niveau technique de celui-là qui veut consulter votre site. Parce que ça vous permet de ne pas avoir, comme je dis toujours, euh, une expérience utilisateur compliquée. Il faudrait que de nos jours, on simplifie en fait le parcours. Regardez par exemple Google. Quand vous entrez dans tous les sites web de Google, que ce soit Drive, que ce soit YouTube, que ce soit Google Meet, vous allez voir qu'il y a une simplicité d'utilisation. Il y a une simplicité du design. Vous allez voir, Google, c'est une grande multinationale. Il ne complique pas le site internet. Il ne complique pas les parcours utilisateurs. Quand vous allez sur Google Store, vous voulez acheter un produit, vous voulez par exemple acheter un Google Pixel, vous allez voir, l'expérience utilisateur est facile. Vous venez, il y a le produit, vous cliquez, vous avez la description. Directement en bas, il y a acheter. Directement, il y a payer et vous mettez votre adresse de livraison. C'est simple. Il n'y a pas un tas de formulaires à remplir pour passer à l'achat. Vous voyez que c'est parce qu'ils ont compris que
pouvoir capter rapidement ou alors pouvoir faire que le client passe directement à l'achat, il faut limiter le nombre d'étapes pour pouvoir payer un produit sur le site. C'est très important en fait d'observer le niveau technique de la personne. Google sait très bien que tout le monde ne connaît pas manipuler les sites internet. Tout le monde ne connaît pas manipuler autant pour moi les applications mobiles. Donc, il faut être le plus minimaliste possible. Minimalisme ne veut pas dire ne pas être beau. Il faut que vous soyez le plus minimaliste possible pour pouvoir à chaque fois permettre à ce que les utilisateurs qui consultent votre site internet puissent y passer un temps moindre en fait. Donc il faudrait que le temps qu'ils vont mettre sur votre site internet soit pas assez grand pour pouvoir commander. Si c'est un site web de commande, même si c'est un site web de prestation de service, il faudrait que votre offre que vous présentez en fait dans le site internet soit assez concret, assez rapide. Ne pas trop faire des longs tests pour ne rien dire à la fin. J'espère que jusqu'à présent, euh, c'est bon pour vous. Est-ce que c'est bon pour vous jusqu'à présent? Vous levez juste la main et c'est bon. Ok. Donc, après le niveau technique qui est très important, il faut donc ici là préciser les freins de l'achat. Ça, c'est la dernière partie. Une fois qu'on a précisé les freins, le niveau technique, il faut d'abord considérer en fait que le client qui vient sur votre site internet ne connaît pas réellement, ne connaît pas peut-être utiliser l'outil informatique de manière professionnelle, quoi. Il faudrait que ça soit très facile, comme j'ai dit tantôt. Et après, une fois que vous avez fait tout ça, en fait, il faut préciser en fait les freins à l'achat ou à la conversion. Vous devez, tout à l'heure, j'ai dit, vous devez vous mettre dans la peau du client. Et se mettre dans la peau du client, en fait, c'est de connaître quels sont ses freins. Qu'est-ce qui freine souvent les utilisateurs à passer à l'achat ou alors à être convertis? Elle a peut-être les peurs, et peut-être, dis quoi? Peut-être la personne qui veut acheter a une peur. Si c'est quelqu'un qui veut acheter, autant pour moi. Maintenant, celui que vous voulez qui crée son site, si vous êtes un prestataire de service et que vous voulez, vous créer les sites web des clients, peut-être que vous avez proposé, par exemple, à Laura de créer son site de vente en ligne. Peut-être elle a peur de savoir gérer son site plus tard. Vous devez donc convaincre dans votre offre à Laura que vous allez la former, par exemple, comment elle va suivre son site web une fois que vous aurez créé son site. Vous devez rassurer également Laura. Quand Laura a vu votre offre, par exemple dans la prestation de service, quand elle vient vers vous, elle veut créer un site internet, elle ne connaît pas le coût. Contrairement à un produit, lorsqu'on vient sur le site internet, il y a déjà le prix du produit. Également, les freins à l'achat, par exemple, ça peut être le prix du produit. Donc, il faudrait écouter le client cible. Il faut vous mettre à la place du client cible pour pouvoir l'écouter, pour définir un coût, pour pouvoir justifier pourquoi vous allez faire cela, pour pouvoir justifier le fait que vous allez l'accompagner pour qu'elle puisse gérer facilement son site. Si nous sommes dans la prestation de services, dans la création de sites internet. Donc ça, c'était tout ce qui entre en fait dans la méthodologie pour définir son persona. Ici, je vais donc résumer. J'ai dit quoi? Première chose, qu'est-ce qu'on fait? On doit donner un nom à notre persona et éventuellement une tranche d'âge. On doit identifier en fait sa profession en fait et son mode de vie. Nous devons préciser ses objectifs et ses motivations. Nous devons également lister ses douleurs ou alors les frustrations actuelles qu'elle a à acheter par exemple en ligne ou alors à commander des services. Nous devons donc lister ou alors nous allons donc décrire ses habitudes numériques. Nous devons donc observer son niveau technique pour pouvoir voir si elle est à l'aise dans la manipulation des outils technologiques. Nous devons donc préciser également ses freins à l'achat ou alors à la conversion. Donc, ça, c'est tout ce qui entre dans la définition de son persona. Une fois que vous avez retenu ceci, en fait, avant de créer votre site internet, vous aurez donc votre persona. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le persona a un grand impact sur la structure de votre site. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez défini en fait votre persona, vous devez lui parler directement. Donc, c'est comme si en fait votre persona sera en face de vous. Et s'il est en face de vous, il faudrait quoi? Premièrement, le design. Il faut tenir compte du design. Si vous avez défini une bonne méthodologie
Donc là, vous avez défini un bon persona. Ça veut dire qu'à la fin, vous connaissez quel est le design que je vais adopter, quel est le ton que je vais utiliser, quel est le parcours utilisateur le plus adéquat, quelles sont les images que je vais utiliser donc, et quels sont également, qu'est-ce que je vais dire, quels sont les textes que je vais utiliser. Vous voyez donc que l'impact en fait du persona en fait est très grand sur la structure et le contenu de votre site. Il a parlé de design. Si vous avez défini votre persona, ça veut dire quoi? Il faudrait que le design soit épuré. Si votre cible, par exemple, est novice, vous avez pris le cas de Google. Regardez, après ce cours, par exemple, allez voir tous les services que Google offre. Google offre, par exemple, Drive. Regardez, par exemple, Drive, comment c'est. Regardez, par exemple, Store, Google Store, où ils font ses articles. Regardez comment Google Store est. Il y a Google Drive, où on garde nos contenus. Il y a Google Cloud, où ils font les hébergements web. Il y a, par exemple, Google Meet. Par exemple, il y a Google Keep, par exemple, pour la prise de notes. Alors, il y en a tellement d'utiles de Google. Et vous allez voir à chaque fois, il y a Google Sheet, il y a Google Doc. Vous allez voir que tous leurs services, alors tous leurs produits, en fait, le design est très épuré, très facile, en fait. Ça vous facilite l'utilisation. Il n'y a pas trop de boutons, il n'y a pas trop de texte et ça vous facilite l'utilisation. Vous voyez que eux, ici, donc, ils ont utilisé ce qu'on appelle un design qui est épuré. Et leur cible, c'est quoi? Les novices. Ils considèrent que toute personne qui vient dans mon application, c'est un novice. Et ils adaptent le site web, en fait, à des novices. Et donc, vous ciblez donc, lorsque vous adoptez donc ce type de design, en fait, c'est plus facile, en fait. C'est plus technique. Et maintenant, ça facilite en fait les utilisateurs, le type d'utilisateur qui vient. Mais si votre type d'utilisateur est beaucoup plus technique, alors vous pouvez donc essayer de aller dans un design plus technique. Si par exemple votre site web, c'est un site web qui permet aux graphistes de créer des visuels, bien évidemment, si quelqu'un vient créer un visuel, forcément, il est beaucoup plus technique. Également, il a parlé du ton, l'impact qu'a le persona. Et on parle du ton. En fonction du type de site web que vous créez maintenant et en fonction du persona que vous avez défini, il y a le ton que vous allez adopter dans votre site. Est-ce que ça sera un ton amical? Est-ce que ça sera un ton qui va juste te rassurer? Par exemple, dans les sites web de e-commerce, soyez-en sûr, il faut être rassurant. Si vous venez dans un site de e-commerce, vous êtes amical, personne ne va acheter. Les personnes vont croire que vous faites la blague. Donc, en fonction du type de site web, vous devez savoir qu'il y a un ton à utiliser. Le ton amical, en fonction du type de site web. Le ton rassurant, en fonction du type de site web. Le ton expert, ou alors. Donc, vous devez choisir le ton en fonction du profil de votre persona. Si vous êtes dans un site e-commerce, comme je dis toujours, le ton doit être rassurant. Il faudrait que quand quelqu'un fixe une fiche produit, tous les détails que vous avez mis rassurent la personne à vouloir passer à l'action. Rassure la personne à vouloir acheter. Si vous faites de la prestation de service, vous devez être convaincant. Votre service doit être convaincant en fait. Doit être rassurant également. Donc c'est tout ce qui concerne le temps. Maintenant, si on part au niveau du parcours utilisateur, je vous ai pris toujours le cas de Google. Votre site doit suivre en fait la logique naturelle de ses besoins. Donc, si vous créez un site internet ou alors si vous faites la création de site internet de vos clients, rassurez-vous à chaque fois que le parcours utilisateur soit le plus logique et naturel possible. En fait. Il doit répondre exactement à un besoin. Par exemple, je veux une application qui fait de la prise de notes. Prenez le cas de Google. Il y a Google qui, par exemple, qui vous permet de prendre des notes et d'activer les notifications. Vous voyez, dès que vous entrez dans l'application, on vous demande directement d'écrire votre note. Vous voyez qu'il est direct. Le site web est direct en fait. Dès que vous entrez, on vous dit écrivez votre première note et enregistrez. C'est tout. Si on est dans un site web de prestation de service, vous n'avez pas besoin de faire des discours. J'étais comme si vous êtes dans un réseau social. Non. Allez directement à l'objectif. Soyez le plus logique, naturel. Donc, construisez en fait ce qu'on appelle une logique naturelle pour répondre directement aux besoins du client. C'est ce qu'on appelle le parcours utilisateur. Si vous êtes dans un site e-commerce, par exemple, le parcours par exemple, d'achat d'un produit, ne compliquez pas en fait le parcours d'achat. Si quelqu'un veut acheter, par exemple, soyez le plus simple possible. Il clique sur le produit qu'il va acheter, il ajoute au panier, il a une légère description, il a directement le résumé, il a directement un petit formulaire qui demande d'entrer où est-ce qu'il veut être livré. Et directement, il clique pour valider la commande. Vous n'avez pas besoin de créer 50 pages pour que quelqu'un puisse acheter dans votre site. Ça complique en fait le parcours utilisateur. Et plus le parcours est long, plus l'utilisateur
partie en fait. Également, je vais prendre un cas simple par exemple de parcours utilisateur. Dans un site internet par exemple, il faudrait que lorsqu'on entre dans un site à l'accueil, directement on a une présentation, directement on a par exemple un témoignage, directement l'appel à l'action. Ça marche toujours. Par exemple, les gens qui vendent des produits uniques. Si votre site veut faire de la vente d'un produit unique, ça marche. Si vous faites de la prestation de services, par exemple, vous faites de la prestation de services et vous faites de la création de site internet, ça veut dire quoi? À la page d'accueil de votre site, qu'est-ce que vous allez faire? Directement à l'accueil, on doit voir premièrement votre présentation. Après votre présentation, directement, vous faites ce qu'on appelle un témoignage. Un témoignage client. Et directement après, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un appel à l'action. Vous dites directement à la personne. Si vous souhaitez avoir un site web, cliquez ici là pour fouiller votre cahier de charge ou alors pour communiquer avec moi. Alors, laissez-moi un instant là, je prends un peu d'eau. Entre temps, essayez d'écrire vos questions. Quand je reviens là, on pose. Donnez-moi une seule minute, s'il vous plaît. Ok. Ok. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Non, pour moi, bonsoir à tous. Bonsoir. Ok. Donc, je parlais tout à l'heure du parcours utilisateur. Donc, il faut que, en fait, lorsqu'on entre sur votre site internet, le parcours utilisateur soit le plus minimaliste possible. Je vais donner un exemple très simple. À l'accueil, on envoie directement une présentation, un témoignage et directement l'appel à l'action. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça marque en fait l'utilisateur qui, qui vient dans site internet à la page d'accueil, voit. Il y a une bonne bannière. Après la bannière, il y a une présentation. Après la présentation, il y a directement le témoignage, par exemple, d'un ancien client. Et directement après, il y a un appel à l'action. Il va directement cliquer plus souvent. Alors maintenant, en ce qui concerne toujours la méthodologie, lorsqu'on regarde l'impact sur le contenu, il y a les images. Les visuels, en fait, que vous allez utiliser donc, va refléter la, la réalité. Ou alors, la réalité de votre persona. Si vous vous rappelez très bien, tout à l'heure, j'ai parlé ici là du fait que vous devez donc essayer d'identifier sa profession et son mode de vie. Une fois que vous avez identifié cela, en fait, ça vous permet tout simplement de définir, par exemple, les images qu'il a besoin. Et les images qu'il a besoin, par exemple, ça peut être également, entre également dans le fait que vous avez défini sa tranche d'âge. Et donc, en fonction de votre persona, il faudrait que l'image que vous affichez dans votre site internet corresponde, en fait, reflète en fait sa réalité. Ça peut être son âge, ça peut être son style de vie, ça peut être son milieu professionnel. Donc, c'est en fonction du type de site web que vous créez, en fait, que vous définissez le type d'image, en fonction du persona que vous avez choisi. Également, au niveau des textes qui vont figurer dans votre site internet, il faudrait que la structure de votre site internet, en fait, la structure de votre texte, en fait, des différents textes, des différents paragraphes, en fait, soit construit autour des problèmes de l'utilisateur. Par exemple, je veux prendre un cas simple. Ceux qui font les coachs, par exemple, en nutrition, ils savent que, bon, les gens veulent perdre du poids. Puisque les gens veulent perdre du poids, quand ils vont créer le site internet, en fait, il faut attirer les gens dans ce sens. Ils vont structurer le contenu
en présentant le problème. Vous avez dit que vous avez un gros ventre et vous avez perdu le cadre de votre ventre. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire quoi? Ils vont insister en fait. Ils vont structurer le contenu du site en fait autour du problème. Là, c'est un cas palpable pour les gens qui font dans le sport, par exemple, et la nutrition. Les nutritionnistes conseillent les gens en fait. On va un cas très palpable en ce qui concerne les textes. Ils vont construire le texte en fait sur le problème. Le plus souvent, vous allez voir, ils vont uniquement parler du problème. Tu as un gros ventre, voici ce qu'il faut faire. Vous voyez qu'ils partent directement parler du problème et non des fonctionnalités. On va évoquer les fonctionnalités, par exemple, si nous sommes par exemple dans le cas des services, ou alors dans la prestation des services, on va vanter les fonctionnalités qu'on peut développer une solution. Mais si c'est le cas, par exemple, d'une prestation comme le sport, comme les coachs, ils vont tous s'appesantir le plus souvent sur le problème, en fait, les problèmes qu'ont les clients. Et ces problèmes viennent d'où? Ils viennent toujours du persona, de la méthodologie ou alors de la définition de votre persona. Tout ce que vous avez observé, euh, les freins à l'achat, vous avez donc listé ses douleurs et ses frustrations actuelles connectées dans son problème. Vous pouvez construire le texte à partir de ça. Et de nos jours, ce n'est pas compliqué. Soit vous faites appel à un copyright, soit vous utilisez les outils intelligents qui existent de nos jours. Et de nos jours, c'est très facile de pouvoir construire son persona en se basant sur les intelligences et les valeurs que vous allez utiliser. Mais c'est vous qui réfléchissez en avant. Hein. L'intelligence ne va pas venir réfléchir à votre place. C'est vous qui connaissez votre client. Et maintenant, les intelligences peuvent vous aider à maintenant à trouver qu'est-ce que vous pouvez mettre, pour vous orienter en fait. C'est vous qui êtes le maître en fait. Les d'autres personnes, votre équipe va vous orienter en fait euh, dans les choix en fait. J'espère que c'est clair pour vous jusqu'à présent. Alors voilà un exemple concret. Je veux une personne pour me lire. Est-ce que quelqu'un peut me lire est-ce que Belgrade peut nous lire, Madame Belgrade? Est-ce que vous pouvez nous lire l'exemple s'il vous plaît? Exemple complet de persona appliqué à un site WordPress. Persona, Arnaud, 42 ans, entrepreneur à Douala. Activité, vente de produits artisanaux. Objectif, créer un site e-commerce simple pour vendre en ligne. Frein, ne connaît rien à WordPress. Peur des piratages de son site. Attitude, consulte Facebook et WhatsApp Business tous les jours. Temps d'un site, qu'il soit simple, rapide à charger, facile à mettre à jour. Voilà. Si vous lisez ça, j'espère que vous avez un peu compris l'objectif. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, le personnage qu'on vient de décrire là, ça correspond à quoi exactement? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Ce personnage, par exemple, correspond à quoi? À qui? Bon, je vois que le personnage qu'on a décrit ici représente, je pense que ça représente c'est un client ici, dans le cas, donc c'est un peu trouble. Parce que Arnaud, 42 ans, entrepreneur à Douala, c'est comme si c'est lui qui veut le site, donc c'est un peu trouble pour moi. Je ne sais pas s'il il est le client ou bien si c'est lui le porteur de projet. Voilà. Alors, vous savez que tu n'as pas compris, vous n'avez pas compris en fait qui fait le personnage. Alors, qui fait le personnage selon vous? La personne qui fait le personnage, c'est le créateur du site. Le porteur Donc de c'est le web projet. designer, c'est le porteur de projet. Voilà. Quand on veut créer un site web, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'on veut créer un site internet, on crée un type de site internet. Alors, si on prend l'exemple que j'ai donné ici, là, en fait, ça veut dire quoi? C'est l'exemple de quelqu'un qui fait de la prestation de services. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsqu'on veut créer un persona, on se met dans la peau du persona. En fait. Donc, si moi, par exemple, je fais de la prestation de services, donc après cette formation, en fait, vous voulez créer des sites internet pour des personnes. Alors, vous voulez vous spécialiser, par exemple, dans la création des sites web e-commerce. Il faut que vous puissiez définir donc, le persona idéal. C'est-à-dire quoi? Quelles sont les personnes intéressées par votre offre? Voilà un exemple palpable. Donc, moi, je fais de la prestation des services en création de sites e-commerce.
Mon persona, c'est alors quoi? Je considère que l'âge de mon persona, c'est peut-être 42 ans. Abus. Je peux dire que bon, ça peut aller de 25 jusqu'à 50 ans, ça dépend. Mais on a dit qu'on prend un cas palpable. On sait qu'à 42 ans, quelqu'un peut avoir besoin de site internet pour vendre en ligne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le persona, alors, j'ai dit qu'on donne le nom. Il a dit qu'il s'appelle Arnaud. Il a dit qu'on donne l'âge. C'est 42 ans. Sa profession. Il est entrepreneur et la ville. À Douala, on a donc ciblé de manière démographique. J'ai ciblé quelqu'un qui est à Douala, par exemple. Et maintenant, on a décrit son activité. Il fait de la vente de produits digitaux artisanaux. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est un peu comme si je veux. Celui-ci, mon client, en fait, si fait de la vente des produits artisanaux. Et l'objectif, c'est qu'il veut avoir un site de commerce simple pour vendre. Et son frère, c'est qu'il ne connaît pas, il ne connaît rien à WordPress. Il a peur peut-être des piratages. Et son habitude, c'est quoi? Il consulte Facebook et WhatsApp Business. C'est-à-dire quoi? Le plus souvent, il vend peut-être avec WhatsApp et Facebook. Et ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend donc? Il attend un site simple, rapide à charger et facile à mettre à jour. Vous voyez que le personnage que j'ai décrit, en fait, ça peut entrer dans deux cas. Ça peut entrer dans le cas d'un formateur, celui qui fait de la formation. Ça peut entrer dans le cas de celui qui fait de la prestation. J'espère que vous avez bien vu cela. Parce que si je fais de la formation, je peux prendre Arnaud, je lui forme à créer son site lui-même. Alors, si je fais de la prestation de service et que Arnaud ne veut pas créer son site lui-même, qu'est-ce que je fais? Je crée le site d'Arnaud, je lui convainc que, parce qu'à partir de tout ce qu'il a donné, j'ai décrit là, je vais le convaincre que je vais créer son site internet et je vais lui former à l'utilisation et à la sécurité pour que son site ne soit pas piraté. J'espère que c'est clair pour vous jusqu'à présent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair, c'est clair. Non? Alors, donc, s'il faut donc résumer tout ce que nous avons vu dans ce personnage, on va dire quoi? Avec même simplement cet exemple ici. Si on crée par exemple un site pour Arnaud, qu'est-ce qu'on va faire? À partir de son objectif. Vous voyez que lui, on a défini l'activité, on a défini l'objectif, on a défini ses freins, on a défini ses habitudes et on a défini ce qu'il attend. Ça respecte la méthodologie de la définition d'un persona, de son client cible en fait, de son client potentiel. Et donc, si on a un site, si on veut créer le site par exemple de Arnaud, si on prend par exemple le cas où celui qui a fait ce persona, un prestataire de service, et qui veut créer le site de Arnaud, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, il faut d'abord choisir un thème qui sera clair, qui sera facile, qui ne sera pas surchargé de manière visuelle. Parce qu'il a essayé de décrire ça, on a essayé de décrire ça dans le persona. Donc, les sites que vous avez créés pour les clients du type de Arnaud seront des sites qui seront clairs, avec un thème qui est assez clair, donc un thème qui n'est pas surchargé, quoi. Donc, lorsque vous allez construire les pages du site web de Arnaud, vous allez vous rassurer que de ne pas surcharger en fait le site de Arnaud. Et maintenant, pour le rassurer du fait qu'il croit que c'est compliqué ou alors que la sécurité peut être contraignante, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez par exemple lui proposer des tutoriels vidéo pour l'aider à gérer sa boutique une fois que vous l'avez créé. Et maintenant, pour, pour, euh, pour se rassurer en fait au niveau toujours de la sécurité, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle backup. On va essayer de faire des sauvegardes automatiques pour que si il y a un piratage, par exemple, il a parlé de piratage, pour que s'il y a un piratage, alors on puisse retrouver son site sans problème. Vous voyez que en faisant ceci, en fait, on va rassurer par exemple Arnaud qu'il va pouvoir créer, on va créer son site en fait, et qu'il va pouvoir gérer lui-même son site